Bonjour tout le monde, on est de retour, il est lundi et il y a surtout Fred Weiss avec moi. Salut Fred. Salut, on dit il est lundi? Vraiment? On est lundi, il est lundi, on est lundi. Écoute, retour, et je suis en retour je suis en retour de vacances, je suis pas encore tout à fait recalé, mais nous sommes effectivement lundi. Nous sommes le lundi 4 mai exactement. Ok. Aujourd'hui c'est la Saint Star Wars. C'est la quoi? Star Wars, May the 4th. Ok. Geek un jour, geek toujours. Ok, d'accord. Moi, je suis pas... Non, pas du tout. Ah merde. Bah, après, je suis pas hyper Star Wars. C'est très sympathique ce podcast, merci. Non, je les ai tous vus. Par contre, je les ai tous vus. Pas les tout derniers, mais sinon les 6. Les derniers sont durs à regarder, mais... J'en ai vu certains, mais pas tous. Ouais, je me suis arrêté, je crois. Ok, c'est pas grave, on en reparlera. J'ai bien aimé celui avec Adam Driver. Tu vois celui dont je parle ou pas? C'est pas Adam, non? Ah, mais je sais pas, il fait le méchant. Ah oui, bah, avec c'est les le longs 7. cheveux noirs. C'est le 7. Tu sais, j'avais bien aimé. 7, dans le 8, il doit être aussi le méchant, je crois. Peut-être. Et puis à la fin, il y a un moment, il se fait zigouiller comme Boston et Denver lors de ce premier tour des playoffs. La transition de ouf, c'est un vrai talent. métier. On va commencer par ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé sur ce premier tour des playoffs, Fred. Et comme j'ai vu que tu avais pris beaucoup de notes, et c'est toi qui vas commencer sur ce que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, je te dis les 3 directs ou je te dis... Non, on fait un partout. Argument de ça. Ouais, un. Tu me laisses en dire aussi un peu, quoi. Minnesota. J'ai adoré Minnesota parce que malgré les blessures, parce que en plus j'ai commenté le match où DiVincenzo se blesse quasiment d'entrée, où Anthony Edwards a une blessure assez rapide aussi. Et t'as Dosunmu qui est fantastique, qui est incroyable, qui est fabuleux. Terrence Shannon Jr. sur le match suivant qui est lui aussi extraordinaire. Tu dis, c'est pas possible qu'il passe. À un moment, tu perds 2 joueurs hyper importants dans le scoring, dans l'apport, dans l'énergie. Je parle de DiVincenzo pour l'énergie. Tu dis, c'est pas possible. Et ils le font, c'est magnifique ce qu'ils proposent, c'est vraiment plaisant à voir jouer, le ballon circule bien, ça défend dur, on a notre Rudy qui est très bon sur Jokic. Franchement, c'est la série que j'ai le plus aimée, c'est la série qui m'a fait découvrir des joueurs, parce que Dosunmu, on le connaît, mais est-ce qu'on le connaissait à ce niveau-là? Je suis pas sûr. Terrence Shannon Jr., il nous a pété un dunk incroyable, il a été super bon, alors que c'était la première fois qu'il était dans le 5 majeur. J'ai vraiment aimé. Minnesota, pour moi, ça a été une révélation, ça a été un plaisir, ça a été un bonheur de les voir jouer. C'est une équipe en fait qui cesse de nous surprendre chaque saison. On était pas mal à penser, je pense, que sur le premier tour, ça serait déjà sûrement trop dur pour eux d'éliminer Denver. C'est vrai. Tu perds Anthony Edwards, tu perds DiVincenzo, et tu vas quand même gagner la série. Alors tu menais 3-1 au moment de ces blessures, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'Ant et DiVincenzo se blessent sur le match 4, donc tu gagnes sans eux le match en fait. Ouais, c'est ça. Ils se blessent en cours de partie. Tu menais 2-1. Tu menais 2-1 et très vite ils se blessent dans le match 4 et que dans le match 5, 4 que tu gagnes quand même. Ouais, c'est ça. C'est le match 4. Et tu te dis au bout d'un moment, alors soit Minnesota, voilà, c'est incroyable. Et on pourra en reparler après dans les j'ai pas aimé, mais Denver, c'est une faute professionnelle de se faire éliminer par, entre guillemets, une telle équipe de Minnesota. Parce que tu n'as pas le droit à un moment de... Quand tu as autant de blessés en face, quand toi, on t'a pas Aaron Gordon, mais bon, on va rester sur Minnesota, on va parler ensuite de Denver. Mais c'est extraordinaire ce qu'on fait les Wolves. Volonté, groupe. En fait, tu vois comme c'est les Wolves, tout le monde disait c'est une meute. Et ben c'était vraiment une meute en fait. Ouais. Et à chaque fois ça a changé de leader. Tu te rends compte que sur le dernier match, Dosunmu qui venait de faire un carton ne peut pas jouer parce qu'il est blessé. Et finalement, c'est Terrence Shannon qui va prendre le relais. Enfin, moi j'ai adoré cette série, l'énergie, l'engagement, la volonté. Alors oui, effectivement, on en parlera peut-être après pour les Nuggets parce qu'il y a aussi un problème du côté des Nuggets. Mais franchement, incroyable. Cette série est magnifique. Moi, je pensais que c'était une équipe qui avait atteint son plafond déjà l'an dernier. Et le plafond, c'était un sacré plafond. C'était la finale de conférence. Et là, cette année, t'es déjà en demi-finale. Et certes, tu vas jouer les Spurs. Mais sur le papier, si Anthony Edwards revient vite, comme c'est annoncé, t'as toutes tes chances en fait, d'éliminer San Antonio. Et peut-être qu'ils vont encore aller en finale de conférence pour une troisième année de suite. C'est une dinguerie. Ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là sont dangereux parce qu'ils trouvent des solutions à chaque fois. Et ils sont dangereux. Donc, ça veut dire que maintenant, ils ont créé d'autres joueurs, entre guillemets. Et maintenant, Anthony Edwards peut être là sur le premier match en plus. Attention. Ouais, et puis ils ont cette confiance en eux qu'ils peuvent éliminer, ils peuvent éliminer n'importe qui. Ouais, franchement, j'ai été passionné par cette série. Donc, Minnesota. Moi, dans les j'ai aimé, j'ai Philadelphie et Joel Embiid. Gros big up, je trouve, à Joel Embiid, qui en a pris plein la tête depuis 2 ans, 3 ans, tout le temps blessé. On ne sait jamais si on peut compter sur lui. Les Philadelphie des jamais au complet, donc ils n'y arriveront pas.
Ils sont menés 3-1 par Boston. Alors après, le coup du poids de l'histoire et des 44 ans sans victoire en playoff. Bon, il y a 44 ans, ils n'y étaient pas, ces Sixers-là. Donc j'ai du mal des fois avec ces stats-là. J'étais pas né. Toi, t'étais né déjà. Toi, t'étais né depuis pas si longtemps que ça. T'as quel âge, Fred ? Moi, j'ai 48. Ouais, bon, ça faisait 4 ans. Donc tu l'as pas regardé la série à l'époque ? J'ai pas regardé. Ah la vache. Il n'y avait pas Bean qui diffusait aussi bien les matchs non plus. Non, mais Jacques Monclar, il était dans les parages, à mon avis, déjà pour commenter ou voir ça de près, tu vois. J'imagine bien, Jacques, tu sais, sur un Boston-Philadelphie au Boston Garden de l'époque. Évidemment qu'il était là, déjà, Jacques. Trop, tu vois. Ou alors il était proche de Pat Riley, peut-être du côté de Los Angeles ou quoi, et il était dans les parages. Après, c'était le pote de Magic, donc peut-être qu'il était plus du côté de Los Angeles. Exact, c'est pour ça que j'ai pensé à Pat Riley. Ouais, mais j'ai adoré, moi, Philadelphie, là, parce que je l'avais dit il y a quelques semaines, quand tu vois l'effectif des Sixers au complet, tu te dis c'est une équipe qui peut viser qui peut viser de passer le premier tour des playoffs. J'ai vu ensuite que ça tombait sur Boston. J'ai eu plus de doutes, je te cache pas, je les aurais préférés contre Détroit, je les voyais plus passer contre des Pistons que contre les Celtics. Et en fait, tu perds 3 la série, tu vas gagner un match 7 au TD Garden. Certes, il n'y a pas Jason Tatum de l'autre côté, mais quand même, quoi. Joel Embiid, tu le vois, il est allongé sur le parquet, près du banc à un moment. Ils lui font des étirements, du stretching. Le gars, tu sais pas comment il y retourne sur le terrain et il continue à les taffer un par un, sous le cercle, Luc Garza, Nehemias Queta, il les a tous mis dans la poche. Et puis voilà, t'as du Therese Maxey, t'as des joueurs qui sortent... Alors pas qui sortent du chapeau, j'allais dire non, parce qu'à part Quentin Grimes, sur le banc, t'as pas grand monde finalement pour Philadelphie. Ça, c'est le gros problème, je pense, pour la suite, pour les Sixers, c'est que le banc est beaucoup trop court et qu'à part lui et Drummond, t'as pas grand-chose sur qui t'appuyer pour Nick Nurse. Ouais. Et lui-même, d'ailleurs, l'a dit un peu entre les lignes après le match, qu'il fait jouer beaucoup ses titulaires parce que il a peut-être pas beaucoup mieux ensuite. Mais il a raison, donc ça va tenir jusqu'à quand, je sais pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Philadelphie. En plus, quand ils sont à domicile, c'est un peu comme à Boston, il y a une atmosphère particulière. Je trouve que c'est la côte Est qui doit donner ça. Tu vois, que ce soit New York, Philadelphie, Boston, les ambiances dans ces salles-là, c'est toujours un petit peu plus savoureux qu'ailleurs. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé Philadelphie. Et finalement, c'est une rédemption parce que si Philadelphie s'est éliminé contre New York au prochain tour, ça sera logique. On parlera d'une bonne saison pour les Sixers. Ouais, et je suis même pas sûr qu'ils soient éliminés si facilement. Hein. On va en parler après dans la prévue des demi-finales. Je suis pas sûr non plus. Très objectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Joel Embiid, j'ai adoré Joel Embiid. Il s'est battu contre la montre quand même pour revenir. Et c'est lui qui change le cours de cette série. En fait. C'est quand il revient que ça change tout. Quand il revient, personne n'a les capacités du côté de Boston de l'arrêter. C'était fantastique. Et quel joueur, Joel Embiid. Autant parfois il m'a énervé par son attitude, par ses déclarations, etc. Autant quel joueur fantastique de basket en fait. Donc non, je te rejoins. Tu vois, c'est paradoxal finalement. J'arrive à te rejoindre de temps en temps. Et mon deuxième coup de cœur, c'est les Raptors. Ah, c'est étonnant ça. Non, mais vraiment. Fred Weiss aime Toronto ? Toronto est une équipe incroyable. J'ai adoré les voir jouer toute l'année. J'ai adoré Radjakovic, la façon dont il les a fait évoluer. J'ai adoré Murray Bowles, qui sort un peu de nulle part quand même. Petit pivot qui a été excellent sur les playoffs. J'ai adoré Scottie Barnes. J'ai adoré RJ Barrett. Brandon Ingram a été blessé. Il n'a pas été très bon, mais tu l'as pas. Quickley n'a pas été là non plus. Mamou Kelashvili a été bon aussi sur certains apports. T'as Shed aussi qui a été pas mal. Vraie équipe de basket, équipe sympa. Jacoby, comment il s'appelle ? Jacoby Walker. Ouais, Jacoby Walker, qui a été très bon. Une vraie équipe, une vraie âme, une vraie identité. Ça a été dur. Les Cavs qui pensaient se balader tranquillement avec leurs 2 gros intérieurs, finalement se sont fait un petit peu secouer. Il a fallu un énorme match de Jarrett Allen pour s'en sortir. Objectivement, j'ai adoré cette équipe toute l'année. Je le dis depuis quelques années, ça joue bien au basket. Il n'y avait pas de résultat jusque-là. Je suis un peu déçu, évidemment, qu'ils perdent parce que ce troisième quart-temps était fatal pour eux dans le match 7, mais quelle équipe. Vraiment, j'adore. Et avec Desi, on refait le monde, mais moi, je trouve que plus que l'absence d'Ingram, celle de Quickley, elle a fait bien sûr. tellement mal, en fait, aux Raptors. Et j'étais très confiant, je faisais partie des gens très confiants pour les Cavs avant ce premier tour. Et là, je me dis, face à Détroit, s'ils font à peu près la même chose, ils vont se faire... Ils vont avoir du mal, parce que justement, Détroit, maintenant, sait ce qu'il faut faire, les ingrédients qu'il faut mettre pour gagner, à jouer contre une équipe dure, parce que c'est solide quand même, Orlando. Attention, je suis d'accord avec toi. Moi, dans ce que j'ai aimé, alors j'ai souvent été critique envers les Rockets cette saison, mais il y a quand même mon petit chouchou là-bas, Amen Thompson. J'ai beaucoup aimé sa série face à Los Angeles, dans un rôle qui est toujours pas le sien de meneur de jeu. J'ai regardé quand même ses stats. Sur la série, il est quand même à 19 points, 7 rebonds, 5,7 passes, à 48% au tir.
tout en étant le joueur qui a le plus joué au premier tour des playoffs. 44 minutes de moyenne, Ime Udoka l'a fait jouer. C'est un joueur qui a encore beaucoup de défauts, notamment sur le shoot, mais qui prend de plus en plus confiance, je trouve, sur le... Alors, on lui laisse tellement d'espace qu'il a effectivement du temps pour shooter, mais les tirs à 4-5 mètres, il commence à les prendre. À 3 points, 2 sur 8 sur la série. C'est mauvais, certes, mais c'est pas non plus totalement catastrophique. Voilà, c'est ça. Et au moins, il puis, il sait qu'il n'en prend pas beaucoup. Il n'en prend pas beaucoup, mais au moins, il en prend quelques-uns. Je pense que d'ici 2-3 ans, ça peut être un All-Star sans problème. Je le vois une vraie progression. Et puis, dans ses lectures, ses pénétrations, il arrive à ressortir des ballons dans les corners sur des joueurs démarqués, chose qu'on le voyait moins faire avant. Donc, moi, Amen Thompson, c'est mon petit coup de cœur dans une équipe de Houston qui est franchement pas emballante, je trouve. J'avais dit d'ailleurs avant la série que c'était le meilleur match-up pour Los Angeles de jouer Houston. Ça a pas loupé. Avec une attaque des Rockets qui est très, très dure à voir parfois, face à une défense des Lakers qui forcément a profité de ça. Je voyais pas forcément les Lakers passer facilement, mais je me disais que c'était un bon match-up pour eux. On était pas mal tombé dessus. Donc voilà, pour ceux qui avaient commenté, c'est ma petite revanche. Voilà, Houston, c'est pas si fort que ça, les amis, même si on pourra toujours me dire effectivement que Kevin Durant a beaucoup manqué. Mais bon, de l'autre côté, il n'y avait pas Doncic et Reeves. Mais ouais, Amen Thompson, je pense que Houston a un très très bon joueur en devenir avec lui. Oui, je suis assez d'accord. Mais moi, mon coup de cœur, c'est justement les Lakers, qui limite cette pathétique équipe de Houston, qui a été affreuse à avoir joué. Tu n'as pas le droit. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Hein. Perdre contre ces Lakers-là, c'est une faute professionnelle. Mais on va parler du positif. LeBron a été le patron une nouvelle fois. Il a réussi à amener avec lui des mecs. Il fait un super dernier match, justement, pour qualifier son équipe. Les Lakers ont été plaisants à avoir joué. Alors oui, on peut expliquer le fait que, comme ça bouge pas offensivement du côté de Houston, c'est plus facile de bien défendre. Mais ces Lakers sont bien défendus. Ces Lakers ont fait le taf. Moi, je misais pas cher de leur peau, franchement, quand on a appris que Reeves et Luka n'étaient pas là. Donc, c'est une équipe calamiteuse de Houston. Vraiment, je suis hyper déçu parce que c'est une équipe que foncièrement, j'aime bien. Mais ça n'a pas du tout cliqué. Alors oui, on pourra trouver l'excuse de KD, mais bon, je suis désolé, quand t'as pas Lucas de l'autre côté, ça fait plus qu'équilibrer les forces. Et tu t'es rendu compte que LeBron, malgré son âge, il peut encore amener une équipe à faire de très bons matchs. Je suis pas en train de dire qu'il passera le prochain tour, évidemment que non, parce qu'en plus, mais franchement, ce qu'il a fait, ce que son équipe a fait, on a même vu DeAndre Ayton ouvrir un œil. Franchement, c'est merveilleux. Il est encore en vie, ça veut dire. Et pas mauvais du tout, Ayton sur la série. Et c'est vrai, c'est le fait LeBron, forcément, mais tous ces role-players, Hachimura, qui était bon d'ailleurs à 3 points sur la saison régulière, qui shoot quasiment, je crois, à 60% à 3 points sur la série. Mais Luke Kennard, Marcus Smart sur le début de la série avec Kennard, ils sont exceptionnels. Mais pourquoi ? Parce que l'autre, il les met sur le dos, il leur explique comment il faut jouer. Et donc, coup de chapeau aux Lakers, mais surtout à LeBron. Ouais. Et je pense aussi un peu à Gigi Redick, qui est pas étranger quand même. Surtout à LeBron. surtout à LeBron. Non, mais bien sûr. LeBron a été monstrueux. Et puis aller dans les derniers, j'ai aimé, moi, on est obligé d'en parler un peu forcément rapidement, les Spurs, qui ont été hyper sérieux, hyper appliqués. Et quand le bateau a tangué un peu contre Portland, ça n'a pas tangué longtemps. C'est une équipe qui est comme en saison régulière, capable de run incroyable, qui peut étouffer ses adversaires, jouer à 2000 à l'heure et faire exploser n'importe quelle défense. Et de l'autre côté, défendre le fer avec notamment Stephen Castle et Victor Wembanyama, bien sûr. Moi, c'est une équipe qui m'impressionne énormément San Antonio, qui n'avait pas d'expérience. Alors de l'autre côté, l'avantage, c'est qu'on n'avait pas trop non plus pour Portland, mais ils ont totalement répondu aux attentes, et en plus, ils ne sont pas trop fatigués face aux Blazers, 4-1, donc c'est du tout bon pour ce premier tour. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que tu oublies OKC. OKC qui fait le taf, qui fait le seul sweep du truc. Ils ont été concentrés. Ils ont Jalen Williams qui n'est pas là, hein. Faut se rappeler quand même, donc ils ont trouvé d'autres solutions. Alors oui, on sait qu'il y a plein de trucs dans cette équipe, mais quand même, je trouve que il faut pas négliger cette équipe OKC. Tu vois, j'hésitais, je voulais mettre les deux. Mais ces deux équipes-là qui ont vraiment dominé ce premier tour. Mais dans les GMA, ça n'a pas du tout été une surprise pour moi. Ça me paraît tellement logique, ce 4-0, mais c'est jamais facile un sweep. C'est ça, c'est ton problème. C'est jamais facile un sweep. Ça, c'est ton problème. Vas-y, dis-moi. Tu sais pourquoi ? Dis-moi. C'est qu'en fait, c'est pas parce que c'est prévu que c'est normal. Un train qui arrive à l'heure, c'est important aussi, en fait. Oui, c'est important de le dire, en effet. Donc, dire que les mecs ont fait le taf qu'on leur a demandé, qu'on imaginait qu'ils allaient faire, il faut aussi le mettre en avant. Ouais.
J'ai apprécié, voilà. C'est pas j'ai aimé, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Voilà, c'est ça. Allez, maintenant, on va dans le j'ai pas aimé. Je peux commencer ou pas? C'est toi le patron ici. La série Détroit Orlando. Dans son ensemble. En fait, je voulais mettre Détroit et Orlando. Du coup, je mets la série entière pour le début de série de Détroit, qui est absolument horrible. Où en fait, on a retrouvé le mauvais Détroit qu'on pouvait présager quand on regarde l'effectif des Pistons. C'est qu'on a vu ce qui s'est passé parfois en saison régulière, c'est-à-dire Cade Cunningham beaucoup trop seul, des joueurs pour moi qui ne sont pas forcément au niveau d'un candidat au titre, en tout cas dans le 5 de départ. J'ai toujours beaucoup de mal à voir Duncan Robinson comme un titulaire dans une équipe championne NBA, quand tu vois tout ce qui va te coûter en défense, et le fait qu'à 3 points, les soirs où ça rentre c'est bien, mais quand ça rentre pas, tu n'as plus grand-chose à proposer en magasin pour lui. Et puis Orlando, absolument horrible dans le match 6. Paolo Banchero, qui était peut-être le joueur le plus critiqué au Magic avant la série, et qui en fait est peut-être le seul vrai motif d'espoir d'Orlando pour la suite, c'est lui, alors que peut-être qu'il va partir cet été. Paolo Banchero, qui s'est démené, mais qui n'a pas pu faire gagner cette série. Franz Wagner, qui s'est encore blessé. C'est le point de bascule de la série d'ailleurs, un peu comme le retour de Embiid pour Philadelphie. À partir du moment où il se blesse, Orlando a plus personne pour défendre sur Cade Cunningham, qui comme par magie d'un coup redevient le Cunningham de saison régulière. Desmond Bane, il a pris tellement cher face à lui et on a mis 4 premiers tours de draft pour le faire venir et il a été incapable de stopper le meilleur joueur adverse, ce qui peut être son rôle, ce qui doit, je pense, être son rôle aussi dans cette équipe d'Orlando. Et quand t'es le Magic, espérer mieux que ça avec un backfield, un backcourt, Jalen Suggs, Desmond Bane, je pense qu'en fait tu peux pas aller beaucoup plus loin. Il y a trop de joueurs pas moyen, mais limité dans cette équipe du Magic pour espérer être un candidat au titre. Et Paolo Banchero l'a dit d'ailleurs après l'élimination. Donc, je sais pas. Et de l'autre côté, t'as Détroit qui a beaucoup déçu avec Jalen Duren. On n'a pas reconnu le pivot All-Star sur la majeure partie de la série. Il est bon sur le dernier, principalement. Et pourtant, en face, alors big up à Wendell Carter Jr., mais c'était pas non plus tu vois un défi immense quoi de dominer le pivot du Magic. Donc voilà, je sais vraiment pas à quoi m'attendre sur la série Détroit Cleveland. Peut-être que ça va lancer une dynamique pour les Pistons, mais j'ai vraiment pas été convaincu par eux. Tu vois, c'est assez bizarre parce que je suis assez d'accord avec toi sur l'analyse de chaque équipe, mais la série, je suis pas d'accord. Moi, j'ai bien aimé cette série. J'ai bien aimé cette série parce qu'elle était dure, parce qu'elle était âpre, parce que c'était un petit peu l'Est de l'époque où ça tapait dur, etc. Et ça marquait pas des paniers faciles. Par contre, effectivement, je pense que du côté de Orlando, c'est trop compliqué là. Effectivement, quand tu perds un joueur, c'est trop compliqué, qui que ce soit. Alors en plus, quand c'est Franz Wagner, évidemment bien plus. Mais quand tu perds un joueur, il y a pas assez de talent dans cette équipe. Et de l'autre côté, je pense qu'ils sont au contraire, c'est une match-up qui était dure pour eux. Pour Détroit, et je pense qu'ils ont appris de ça, et je pense que ils vont tomber contre les Cavs, et je pense que les Cavs vont transpirer. C'est un bien meilleur match-up de jouer Cleveland pour Détroit que Orlando. Et surtout après ce premier tour où ça a été compliqué. Donc, tu vois, on est à moitié d'accord sur ça. Et moi, dans les j'aime pas, c'est les blessures aussi. Évidemment, les blessures, parce que quand t'as Ingram, Quickly, KD, Aaron Gordon, Austin Reeves, DiVincenzo, Anthony Edwards, Dosunmu, Luka Doncic, et j'en passe, et les meilleurs qui sont blessés, c'est sur ça que ça s'est joué souvent. Hein. Franz Wagner, tu l'as dit. Joel Embiid qui arrive heureusement à la fin, mais qui lui aussi a eu des soucis. Mais c'est pas vraiment une blessure, mais c'est quand même une opération. Ces blessures, ça a été vraiment très très triste à voir. Et évidemment, j'ai pas aimé parce que sur le dernier match, ça n'a pas Tatum. Moi, j'ai envie de voir un match où Tatum est là sur le match 7. Voilà, toutes ces blessures, ça m'a gâché un petit peu le plaisir. Heureusement qu'il y a eu cette équipe de Minnesota qui, malgré les blessures, a réussi à performer. Mais sinon, un petit peu déçu. Pour aller sur ton point, dans les j'ai pas aimé, moi, il y a Boston, tout simplement. Même mot, même conséquence que l'an dernier. Quand les tirs à 3 points rentrent pas, c'est une équipe qui a plus grand chose à proposer en magasin, j'ai l'impression. Certes, il n'y a pas Jason Tatum sur le match 7, mais t'as pas le droit en fait de lâcher un 3-1 avec un game 7 à la maison. Après la saison que t'as fait sans Tatum, tu peux pas t'en charger, tu peux pas dire que c'est une excuse. Alors moi j'ai envie de voir les superstars et je suis content, j'aurais aimé qu'ils soient là évidemment, mais tu peux pas chercher ça comme excuse. Il a pas été là de la saison. Donc à un moment il faut être cohérent avec ce que tu dis en fait. Ouais, et finalement tu regardes l'équipe qui a été éliminée l'an dernier et celle de cette saison, t'as l'impression que les leçons elles ont pas été apprises. Contre les Knicks ça s'est passé à peu près de la même façon et
Boston n'a pas d'autre solution que de proposer des tirs à 3 points. Et si Pritchard, Derrick White, Jaylen Brown sont pas hyper adroits, si Sam Hauser ne te sort pas un 5 sur 6 à 3 points, bah, tu sais que tu peux perdre n'importe quel match en fait quand tu es les Celtics. Ça, c'est pas normal. Et on a loué toute la saison le coaching de Joe Mazzulla. Bah, à la fin, là, le bilan, il est compliqué pour lui sur ce premier tour. Donc, ça remet quand même beaucoup de choses en perspective. Il a eu le coach de l'année ou il n'a pas encore été décerné? Il n'a pas été décerné. Encore. Il va sûrement l'avoir. Ça va faire tâche quand même cette élimination au premier tour. J'avoue qu'au premier tour comme ça, vu le contexte en plus, oui, je pense que ça va être compliqué, oui. Ouais. Après, mais bon, il l'aura quand même. Il l'aura quand même, bien sûr. Et il faut quand même pas tout jeter. Sur la saison régulière, il a été quand même très bon avec une équipe qui est vachement amoindrie par rapport à l'année dernière. Il faut quand même être objectif aussi. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'il soit à ce niveau de performance sur la saison régulière. Je suis d'accord avec toi qu'il s'est fait out-coacher, qu'il s'est fait dominer, peu importe l'appellation sur les playoffs. Mais dans la saison régulière, il ne faut pas tout oublier quand même, tu vois ce que je veux dire. Boston a surperformé sur la SR en terminant deuxième et Philadelphie au complet. Alors, avec Joel Embiid, c'est quasiment impossible, mais Philadelphie a un effectif qui vaut beaucoup mieux que cette 7e place. Je suis complètement d'accord. C'est presque plus un 4-5-3-6 cet affrontement qu'un 2-7, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et à la fin... mais ça t'as raison. C'est moins surprenant que ce qu'on pourrait le penser quand on se dit, bah ouais, l'effectif... Therese Maxey, Embiid, j'allais dire Tobias Harris, mais il est plus là. Kelly Oubre, Quentin Grimes, t'as Paul George qui a été très bon. Qui est devenu un role-player de luxe dans cette équipe de Philadelphie et qui fait super bien le job. Clairement. Ouais, Philadelphie, ça valait plus qu'un premier tour et ils l'ont fait ce premier tour. Ils l'ont fait, je suis complètement d'accord. Et puis, Embiid qui est un game changer absolu en fait. Embiid, quand il est sur ses deux jambes à 80-90%, il fait partie des 5 meilleurs joueurs de la conférence Est. Voilà, sans aucun problème, bien sûr. Donc mon autre truc que j'aime pas, c'est les Nuggets. Je l'avais aussi celui-là. Tiens. Les Nuggets catastrophiques, les Nuggets tristes, les Nuggets qui ont changé leur équipe, qui ont Adelman qui maintenant aurait dû s'habituer un petit peu, ils n'ont pas bien joué au basket. Jokic s'est fait dominer sur pas mal de matchs quand même par Rudy, mais en plus défensivement il a été un boulet. J'ai fait la plupart des matchs sur les pick and roll, le mec est à 14 mètres. Évidemment que ça va scorer, on joue au basket, on n'est pas en Régional 3. À un moment, il faut se rendre compte des réalités. Jokic a été un boulet défensif pour son équipe, en plus de ne pas être aussi performant que d'habitude en attaque. Et c'est là qu'on se rend compte que quand il est très bon en attaque, on oublie tous ces trucs de défense, etc. Mais quand on voit que d'un côté du terrain, il ne domine pas autant que d'habitude, et que de l'autre, il apporte rien, et j'ai été extrêmement déçu par son apport. Je pensais qu'il allait se remotiver. Je l'avais vu faire quelques sprints en fin de saison. Je me dis, ça y est, il est rentré dans le truc, il est en mode playoff, etc. Et ben non. Donc, grosse déception sur lui, sur Jamal Murray aussi, qui a été quasiment transparent. Et finalement, j'ai l'impression que c'est Cam Johnson qui a été le meilleur quasiment avec Spencer Jones. Spencer Jones, ça fait partie des joueurs à sauver de Snowflake. Ouais, c'est ça. Donc tu dis, attends, il y en a un, Cam Johnson, tu as critiqué toute l'année parce qu'il avait du mal à rentrer dans le truc. Il a été plutôt correct, en tout cas sur le dernier match. Spencer Jones a été correct aussi. Aaron Gordon qui n'a pas été là. Ok, là aussi, on ne sait pas si on en avait parlé. Dans les blessures, il y a Aaron Gordon, oui. Mais normalement, avec cet effectif, tu dois pouvoir battre Minnesota. Tu n'es pas capable de le faire. Tu n'arrives pas à monter ton niveau. Je suis très déçu par cette équipe de Denver, vraiment. Cette élimination, ça résume un peu la saison de Denver. Je trouve que c'est un recrutement raté, en fait. Alors qu'on l'avait tous saoulé, ce recrutement. Tim Hardaway, le retour de Bruce Brown, Cam Johnson. Franchement, tu les prends pas sur le papier. Ah si, mais sur le papier, je les prends tous les jours, les joueurs. Sauf qu'à la fin, le résultat, c'est qu'ils n'ont jamais été bons tous en même temps. Ouais, c'est vrai. Et ça a été un souci pour Denver toute la saison. Le vrai souci, c'est Christian Brown aussi. Christian Brown, c'est Casper, le petit fantôme. Hein. Alors qu'il a un contrat l'année prochaine qui commence à, je sais plus, 150. Lui, ça va être un poids. Hein. Ça va être un gros poids. Parce que c'est vraiment très compliqué. S'il met pas un panier à 3 points, il t'apporte rien. Physiquement, il se fait dominer par tout le monde. Lui qui devait être défenseur, je sais pas qui l'a arrêté vraiment sur cette série. Il s'est totalement oublié parce que Christian Brown, quand il explosait, c'était un joueur déjà qui défendait sur le meilleur attaquant adverse sur les extérieurs. Et puis dès que tu récupérais le ballon, c'était une flèche et c'était le joueur qui marquait le plus de points en contre-attaque de toute la NBA, je crois, il y a 2 ans. Et depuis, c'est un joueur qui ne sert plus à rien dans cet effectif. Il n'a servi à rien. Et j'ai souvent tendance à penser que le deuxième meilleur joueur de Denver, le deuxième joueur le plus important, c'est pas Jamal Murray, c'est Aaron Gordon. Oui. C'est Aaron Gordon parce qu'il fait toutes les petites choses qui ne se voient pas, il fait aussi des choses qui se voient. Et puis c'est le joueur dur à cuire. Tu vois ce que je veux dire ? Celui qui va à la PAC, c'est lui qui va au combat. Avec Peyton Watson.
qui était lui aussi blessé. Et dès que tu perds Aaron Gordon, qui est le seul joueur vraiment athlétique de cet effectif, bah en fait Denver, ça devient une équipe de gentils garçons qui n'a pas envie de se faire mal, qui peut pas faire mal aux autres. Et face à des pitbulls comme les Timberwolves, bah t'es mort en fait. Si t'as pas ça, si t'as pas Jokic qui tourne en 30, 15, 12, et bah tu te fais éliminer en fait, tout simplement. Et Jamal Murray, bah la série elle est très difficile. Et moi j'ai souvent du mal avec Jamal Murray parce que quand je vois les matchs de Denver, les soirs où il a pas d'adresse, il sert plus à rien, Jamal Murray, sur le terrain. Il fait pas jouer les autres, il fait pas tourner la boutique. Et si son tir à mi-distance, il est pas réglé, s'il est pas très bon à 3 points sur un soir, en fait, il apporte pas grand-chose, Jamal Murray, sur le terrain. C'est pas un bon défenseur, il prend pas de rebond. Je pense que Jamal Murray, sa carrière, il la doit énormément quand même à Nikola Jokic. Bien, évidemment. Parce que jouer le pick and roll avec le... Aaron Gordon aussi un peu. Hein. Un peu Aaron Gordon, mais il fait quand même beaucoup d'autres choses Aaron Gordon sur le terrain. Oui, c'est vrai, mais il les fait maintenant depuis qu'il bénéficie de ses passes que Aaron Gordon. Ça lui a permis d'être plus tranquille. Quoi, tout à fait, et offensivement, il a énormément progressé, mais c'est devenu un shooter extrêmement fiable à 3 points, Aaron Gordon, tu vois. 0 degré, il est dangereux. Alors, il a des tirs ouverts, hein, bien sûr, Jokic lui donne dans un fauteuil, mais il faut les mettre. Il faut les mettre. Il les met. Je suis d'accord avec toi. Jamal Murray, tu vois, il y a plein de meneurs de jeu en NBA, tu les fais jouer des pick and roll avec Nikola Jokic, je pense que ça se passe très bien aussi, quoi. Donc Denver, moi c'est une grosse déception. Je les voyais en finale de conférence, je les voyais passer là, je les voyais éliminer les Spurs ensuite, et par contre tomber contre Casey parce que physiquement je me doutais bien qu'à un moment ça allait coincer avec Gordon, avec Jokic, que tout le monde serait un peu fatigué et que le parcours Minnesota plus San Antonio, c'est difficile d'en survivre. Tu te rappelles, tu m'avais posé la question qui était capable de battre OKC. Il y a un mec qui m'était tombé dessus en disant mais tu regardes pas les matchs parce que Minnesota c'est nul. Regarde les matchs. C'est vrai, tout à fait. Bon, on a fini sur ces GMS, j'ai pas aimé ou encore quelque chose. Ouais, moi c'est bon. C'est bon. Ouais, j'ai pu démonter Jamal Murray. Tout va bien. J'ai vu que. Non, mais j'avoue que tu as pris personnellement. Cette saison régulière, en plus, on l'a tellement critiqué sur la SR. Voilà, il se met en route à partir de mars, avril. Là, cette année, il démarre au bon moment. Et en fait, il n'y a plus rien dans le moteur au moment des playoffs. Donc la saison prochaine commence la saison en février. Puis, ne sois pas All-Star. Et voilà, après, ne sois pas All-Star, on s'en fout et fais quelque chose d'autre en playoff. Je comprends. La preview des demi-finales, rapidement. On commence déjà par vous dire le plus important. Les 2 matchs de cette nuit, ils seront sur beIN. Le Knicks Sixers à 1h10 sur beIN Sport 1 et le San Antonio Minnesota sur beIN Sport 2 à 3h30 du matin. Donc les deux sur beIN. La première question sur New York-Philadelphie, c'est est-ce que Philadelphie va tenir le coup physiquement et parvenir à enchaîner sur une nouvelle série face à New York? Tu sais quoi? C'est la seule vraie question en fait. C'est la seule vraie question. Si Embiid est à 100%, pour moi, Philadelphie est meilleur que New York. Alors, je pense que Philadelphie a beaucoup d'arguments. Maintenant, je pense que aussi la raquette Robinson-Towns peut opposer un peu. Robinson, oui. Mais je pense que Joel Embiid, il rêve d'avoir Towns qui défend sur lui. Hein. Oui, mais Towns va le faire travailler Joel Embiid de l'autre côté, ce que faisait pas du tout Garza ou Keita. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, et Mitchell Robinson, avec sa verticalité, il va se faire manger sur les feintes. Moi, sur Mitchell Robinson, je suis d'accord. Je me disais que physiquement, il va pouvoir l'embêter. En fait, ils ont cette alternance capable de faire un va te faire travailler défensivement, l'autre va te faire travailler offensivement. Mais dans l'absolu, je pense vraiment que... Alors, quand je dis meilleur, je dis pas 1000 fois meilleur, hein, mais je pense que si une des équipes peut prendre le dessus, je pense que Philadelphie a cette capacité. Edgecombe, c'est très fort. C'est très très fort. Et surtout s'il se met à shooter à 3 points maintenant. Maxi, on parlait de faire travailler. Brunson qui va défendre sur Maxi? Ou qui? Josh Hart? Non, c'est Josh Hart qui va charger. Ça va vite, hein, Maxi. Hein. Oui, ça va vite. Oui. Ça va très très vite. Hein. Donc attention. On verra peut-être du Miles McBride aussi qui sera chargé qui va être intéressant, de jouer sur Maxi. La capacité aussi à Mitchell Robinson à ne pas prendre des fautes trop vite, justement quand il va défendre sur Joel Embiid. Tu sais que Joel Embiid il va faire ça. Il va être abreuvé de ballons directement pour le sortir. Et ça me fait un peu peur parce que Robinson il a quand même tendance à prendre beaucoup de fautes et il joue pas Joel Embiid tous les soirs quoi. Donc là face à Jojo. Alors sachant que Kat aussi il a cette proportion à prendre des fautes. Aussi, donc ça veut dire quoi? Que Joel Embiid il va toucher beaucoup de ballons et que si Joel Embiid est là et en forme, ça va être compliqué pour New York quand même. Et puis, dans la tête, quand même, Embiid, il a tellement de choses à prouver. Là, tu vas lui offrir 4 matchs, peut-être, à jouer au Madison Square Garden. Tu as Joel Embiid au Garden, tu sais que il va sortir 2-3 grosses perfs. J'espère que ça va tenir physiquement. Mais voilà, il y a moyen de faire des cartons. Et de l'autre côté, il y a quand même du matos, quoi, tu vois, avec Bridges, avec Anunoby. Moi, je pense que, comme d'habitude sur une série avec New York... Bridges, il joue toujours à New York? C'est ces deux-là qui ont la clé pour New York. Anunoby, pour moi, c'est la clé. J'ai pas de souci avec Jalen Brunson. Je sais à quoi m'attendre sur Towns. Anunoby, en plus, lui, il a l'avantage physiquement. Voilà. Il a l'avantage physiquement. Bridges... C'est celui qui donne le tempo de cette équipe.
Parce que quand il est bon, son équipe est bonne, parce que c'est pas bon. Brunson, il sera bon. Exactement. Mais par contre, Anunoby, s'il est bon, il va donner le tempo. Et Bridges, c'est la variable d'ajustement. Ça va être serré, mais si tu me demandais un favori, je te dirais les Sixers. Ouais, ok. Donc, on fait des petits pronostics. Tu pronostiques les Sixers en 6 ou 7? Donne-moi un score. Ah, beaucoup. Ça peut aller en 7. Alors, en fait, le problème, c'est que plus ça va en beaucoup... c'est pas bon pour Philadelphie. Moi, c'est bon pour Philadelphie, ça c'est clair. Donc, j'ai envie de dire en 6. Moi, j'ai hâte de voir aussi si Mike Brown continue d'ouvrir un peu son banc, parce que ça peut être aussi une solution pour New York d'avoir plus de joueurs comme ça capables de sortir des bons matchs en venant du banc. Ils ont un peu plus d'armes de ce côté-là, je pense, les New-Yorkais. Il faut qu'ils s'en servent, parce que le coach précédent s'est fait virer parce qu'il ne se servait pas de son banc. Et tu vois, et s'il y a beaucoup de fautes à l'intérieur, pourquoi pas revoir Jeremy Swan défendre sur Joel Embiid, tu vois? Parce que je l'ai vu sur le banc, j'avais totalement oublié que Swan était à New York. Mais tu sais qu'il va le mâchouiller, il va le recracher comme un petit chewing-gum. Je sais, mais il faudra bien tenter d'envoyer plusieurs joueurs différents. Alors je pense que Joel Embiid, quand il va voir rentrer Swan, il va se mettre comme ça. Allez, 60. Écoute, j'essaie de proposer des solutions à Mike Brown. Mais honnêtement, si New York s'impose, il y aura pas ça me choquera pas non plus. Mais je te dis, dans ma tête, comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont sur cette lancée, ces Sixers, qui peut leur permettre d'aller loin. Et d'un autre côté, New York, quand ils sont mangés, ils perdaient 2-1, si je dis pas de bêtises, contre Atlanta. Ils gagnent le match au 4 là-bas. Ils ont enchaîné. Et là, ils enchaînent 3, dont le dernier, voilà, le carnage. Peut-être qu'il y a eu un déclic aussi pour les Knicks, qui étaient vraiment en ballottage défavorable. Pour moi, les Sixers, c'est plus fort qu'Atlanta. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je veux dire, en termes de potentiel physique, en termes de capacité à scorer, d'expérience, parce que finalement, tu as quand même 2-3 mecs d'expérience aussi. Tu vois, un Paul George, je pense qu'il peut faire beaucoup de bien dans cette équipe. Il y a des foufous, il y a des feux follets, il y a Maxi, il y a Edgecombe, mais un Paul George, je pense qu'il peut vraiment t'apporter. Moi, j'ai tendance à dire depuis le début de la saison que New York a le meilleur effectif de la conférence Est. Je l'ai dit plusieurs fois. Voilà, ça va être à eux de le prouver sur ce coup-là. Sur un point, je suis d'accord avec toi. Michael Bridges, c'est important parce que Michael Bridges, c'est lui aussi casse-fer un peu. Hein. Donc, il a besoin de se remettre un petit peu au niveau. Oui, il a été correct dans la rousse qu'ils ont mis sur des matchs, mais ça compte pas. Sur les vrais matchs, il l'a même pas fait jouer par moment. Hein. San Antonio, Minnesota, avec Anthony Edwards qui pourrait très vite être de retour. On parle... Peut-être même le match 1. Peut-être même le match 1. Le match 2, c'est quasiment sûr. Ouais. Le match 1, en tout cas, il a repris l'entraînement, il a repris les activités basket. La veille du match, a priori, moi je pense que ça va le faire. Il risque d'être en tenue ce soir. Sinon, il n'aurait pas fait d'entraînement. Non, ou en tout cas, il y aurait déjà eu une alerte. On aurait déjà dit, en fait, ça, c'est pas possible. Là, tous les voyants semblent au vert. C'est peut-être une prise de risque, moi, je trouve, de le faire jouer dès le match 1. C'est peut-être le match que tu peux le plus perdre, entre guillemets, celui que tu peux presque lâcher. Ils veulent mettre la pression. Mais il y a aussi le côté, il y a aussi le côté d'enchaîner. Ils ont terminé leur série plus tard. Et souvent, tu peux le payer sur la fin de la série. Par contre, sur un début de série, d'enchaîner comme ça rapidement, c'est souvent pas mal. Parce qu'en face, tu peux avoir perdu du rythme pour San Antonio. Tu peux mettre la pression à San Antonio sur le match 1. Si tu gagnes le premier, après le deuxième, justement, tu peux te reposer plus. Donc, je pense que c'est préférable de faire comme ça. C'est dur de pronostiquer vraiment. Parce que d'un côté, tu as l'expérience, tu as la dureté, tu as la bouteille, j'ai envie de dire presque, ils ont de la bouteille, tu vois. Et j'ai adoré ce qu'ils ont proposé, parce qu'ils reviennent de l'enfer. Tu te dis, c'est pas possible, ils vont perdre avec ce qui s'est passé, etc. Ils reviennent de l'enfer. Et de l'autre côté, t'as quand même une équipe qui est hyper sérieuse, hyper dure, hyper athlétique, et qui a un alien absolu. Voilà, quoi. Donc, je pense que déjà, on a beaucoup de chance, parce qu'on a nos 2 Français qui vont s'affronter. Et ça, c'est génial. Même si je suis pas sûr qu'ils soient tout le temps en face à face. Mais ça peut être hyper intéressant. Ça sera ultra physique. Ça sera génial. Vraiment, ça, les Spurs, contrairement aux Nuggets, ils aiment ça que ça soit. Ils aiment ça que ça soit physique. Au contraire. Donc Minnesota n'aura pas la même marge de manœuvre en fait dans cette série que contre les Nuggets, parce que il y aura du répondant. Et Jaden McDaniels, je pense pas que, alors même s'il a une grande bouche, je pense pas qu'ils disent alors lui c'est un mauvais défenseur, lui c'est un mauvais défenseur. Gasol et Wemby c'est nul, on est voilà. Ou en tout cas, il serait capable, je pense, de le dire, mais par contre derrière il va prendre la foudre. Quoi. Non, c'est pas possible. Là, à pronostiquer, c'est beaucoup plus dur. Parce que un peu le manque d'expérience quand même des Spurs, ils n'ont jamais été confrontés à une équipe aussi solide et aussi dure dans des matchs couperés. C'est le premier vrai test de ce groupe en fait. Donc difficile. Moi, comme ça, j'ai envie de dire les Spurs, mais les Wolves, je ne veux jamais les enterrer. Hein. Jamais. Je peux pas pronostiquer contre Minnesota en fait. Pas après ce qui s'est passé. Non mais tu vois, à chaque fois on les donne perdants Minnesota, et à chaque fois ils gagnent quoi. C'est ce que je te dis. C'est ultra dur, mais dans l'absolu, les Spurs ont plus de potentiel quand même.
plus de potentiel. Donc, allez, une victoire dure, 4-2, 4-3 peut-être. 4-3, alors si ça va en 7, oui, génial, magnifique, fantastique. Ça serait bien. Ouais. Et mérité en plus pour l'équipe qui perdra, en fait. Tout à fait. Série avec sûrement moins de suspense dans la conférence Ouest. OKC, Lakers, toujours pas de nouvelles de Luka Doncic. Voilà, merci. Alors, Pistons, Cavs. 4-1 pour Pistons. C'est terminé, merci, au revoir. Non, moi je vois peut-être un nouveau sweep pour Oklahoma City ou match, au max lâcher un match, mais je vois pas beaucoup plus. Non, aucune chance. Physiquement, ils sont trop durs, ils sont trop sérieux, ils sont trop appliqués. Ils ont un leader incontesté, oui, mais je trouve qu'il y a des joueurs autour qui sont fantastiques. Moi, je nomme toujours AJ Mitchell, parce que AJ Mitchell, franchement, c'est un joueur incroyable. Et défensivement, ils vont être là, ils vont être appliqués, ils vont être durs. Je vois pas comment les Lakers pourraient répondre. Et à l'intérieur, je te parle même pas des deux Golgoth. Donc non, pour moi, c'est 4-0. Ok, bon, ça aurait été vite sur celle-là. Oui, en même temps, on va pas se mentir. En même temps, on va pas se mentir. Et même avec Luka, je vois pas, j'aurais pas vu les Lakers s'en prendre plus de 1 de toute façon. Donc... Mais tu sais que limite, ce sera plus facile de faire un 4-0 s'il y a Luka. Parce que tous les ballons passent par Luka. C'est plus facile et donc, ça veut défendre dire que, peut-être. Oui, parce que le jeu est plus prévisible, entre guillemets. Si tu es vraiment amateur de circulation du ballon, c'est plus agréable de voir les Lakers jouer sans Luka qu'avec Luka. Est-ce que c'est moins fort On n'est pas en train de dire que c'est moins fort. Voilà. Mais effectivement, c'est plus facile à dire. Le ballon va passer par Luka. Mets une grosse pression sur Luka et tu gagnes le match, en fait. Et c'est ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir comment va réagir Austin Reeves à ces schémas défensifs. J'ai envie de voir Lou Dort défendre sur Reeves, voir comment il se comporte, parce qu'il a un contrat à signer cet été, parce que l'année dernière en play-off, il a explosé physiquement, et que c'est là au moins où j'ai le plus de doutes sur Austin Reeves. Moi, j'ai du mal à y croire. Voilà, je suis un peu pareil que toi. Donc voilà, joueur génial, mais il me fait penser à un Reed Shepard amélioré, quoi. Austin Reeves. Oh putain, t'es dur. Je suis un peu dur. Alors j'aime bien Reed Shepard, mais je trouve qu'Austin Reeves, c'est quand même... je t'ai dit, amélioré. Bien amélioré quand même. Beaucoup plus fort. Oui, mais attends, on laisse encore 2-3 ans à Reed Shepard. Oui, c'est vrai aussi. Et il n'y a pas de bandeau en plus. Il n'y a pas de bandeau. Voilà. Il pourra en avoir. Moi, je le vois bien avec un bandeau. Franchement, en plus, il se ressemble un peu physiquement. Donc voilà, non, sinon, je pense qu'il n'y a pas de suspense. T'as personne pour défendre sur Shea efficacement. De toute façon, personne ne peut vraiment défendre sur Shea. Marcus Smart va s'y coller. Marcus Smart, c'est sérieux, défensivement. Oui, non, mais il va s'y coller et il va peut-être le ralentir, mais c'est trop fort. Après, je ne sais pas si on a des nouvelles de Jalen Williams. Je crois que c'est silence radio pour le moment. Silence radio, ça, c'est très inquiétant pour la suite. Moi, je ne le vois pas revenir. C'est inquiétant pour la suite. Parce que c'est sûr. Sans Jalen Williams, je ne sais pas si OKC peut aller au bout. Tu vois. Moi, je pense que on aura l'occasion d'en parler. Ils n'auraient pas été au bout l'année dernière sans lui. Tu vois. Ces finales face à Indiana. Je te vais te reparler de AJ Mitchell. AJ Mitchell n'avait pas le volume de jeu qu'il a actuellement non plus. Tout à fait, mais il ne jouait même pas. Oui, parce qu'il s'était blessé au pied, il est revenu et ils n'avaient pas le faire jouer comme ça, donc il n'avait pas ce volume de jeu. Et la série la plus... peut-être la plus incertaine, en tout cas, moi, celle qui me donne le moins envie, c'est Détroit Cleveland, parce que j'ai été tellement déçu par les deux franchises au premier tour. Est-ce qu'on va voir un retour à la normale pour les Pistons ? Oui. Moi, j'ai envie de dire que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que ces Cavs, c'est vraiment l'équipe parfaite pour eux, pour se relancer, justement, après une série qui a été âpre, dure. Ça sera un petit peu plus ouvert. Les Pistons, là, c'est eux les agresseurs. Parce que physiquement, c'est eux qui vont vouloir entrer dans les Cavs. Et je suis pas sûr que ces Cavs aient le potentiel pour lutter contre ça. Donc, si je devais dire, je pense que Jarrett Allen va moins se promener. Je pense que sur l'extérieur, il y aura des mecs qui seront capables de défendre. Obsar Thompson, par exemple, qui va être très dangereux. Qui pourra arrêter Cade ? Je suis pas sûr que James Harden puisse défendre sur lui. Non, ça sera pas James Harden, mais il y a personne en fait. Oui, c'est pour ça. Il y a personne. Et en plus, si ça devait être peut-être ce serait James Harden. Je suis pas sûr que ce soit Max Strauss qui peut. Mais il a la taille peut-être pour le gêner un peu. Il est bon, il a été bon d'ailleurs. Mais offensivement, mais mais défensivement, je pense pas qu'il puisse défendre sur quelqu'un. Donc c'est très très problématique. Pour moi, c'est 4-1, 4-2 max. Mais vraiment max. Faut espérer pour Cleveland une grande série de Evan Mobley. Voilà, c'est peut-être lui qui peut changer le cours de la série. Donovan Mitchell, s'il sort 2 matchs à 40 points. Il faut que les 4 fantastiques soient extraordinaires. Sinon, tu gagnes pas. Mais le premier tour de James Harden. Ah oui, il est horrible. Il est horrible, alors que je me disais, allez, cette fois, c'est la bonne, il va nous montrer des trucs en play-off. Mais surtout que je l'ai beaucoup aimé dans la saison. Bah ouais, depuis qu'il est arrivé à Cleveland. Mais les play-offs, c'est autre chose, quoi. Ouais. Allez, 4-1, 4-2 ? Allez, 4-1. 4-1. Ouais. Ok, ça marche. Bon, écoutez, on a fait un rapide preview de ces demi-finales de conférence. On
On va s'arrêter là, tout en vous rappelant que les 2 matchs de cette nuit, donc Knicks, Sixers et Spurs Timberwolves, ils sont en exclusivité sur Beansport. 1h10 pour le premier, 3h30 pour le deuxième. Fred, t'en commandes pas, je crois. Je recommande. Non, moi, je travaille plus la nuit, je préfère la journée. NBA Extra. Avec l'émission. Je suis feignant. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau podcast avec Fred Weiss. Exactement. Exactement. Et back-to-back. Back-to-back sur une grosse semaine. Oui. Très bien. Et on se retrouve samedi donc pour un nouvel épisode. On est chaud. Où on aura déjà pas mal avancé dans ces demi-finales de conférence. Tout ce qu'on a dit là, ça sera exactement l'inverse. Les Cavs mèneront 3-0. Les Cavs vont mener 3-0 contre Détroit. Et c'est là qu'on se rendra compte qu'on ne sert à rien du tout. Mais ça, c'est sûr. Mais ça, c'est certain. Eux, ils se sont rendus compte déjà. C'est nous qui espérons encore. C'est pour ça qu'ils nous laissent là tous les deux. Ouais, c'est ça. Allez, ciao. Bonne semaine basket à tous. Bye. Ciao, ciao.